Bienvenue à toi dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler de dons, on va parler de chamanisme, on va parler de sorcières, on va parler de ces menottes en fait qui nous empêchent de nous autoriser nos propres dons. Alors que dans le premier épisode, je t'ai raconté ma reprise de pouvoir, je t'ai parlé de burn-out, de fertilité, de fausses couches, d'accouchement à la maison, d'accouchement traumatique, comment justement j'ai fait ce chemin de reconnexion à mon corps. Alors qu'aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce volet énergétique, comment je suis devenue cette femme médecine, cette chamane. Alors bienvenue à toi. Alors l'histoire, en fait, elle se poursuit en 2017, au moment de la mort de mon fils. Il y a cet éveil spirituel et je pars en retraite à Vipassana, une retraite de méditation et de silence. Il faut savoir que moi, j'ai jamais médité à ce moment-là. Le silence, je suis pas du tout à l'aise avec le silence. Et il y a vraiment cet enjeu de dire, mais qu'est-ce que je vais aller faire 7 heures de méditation par jour en silence, avec ce qui m'angoissait le plus, 2 repas par jour. Il y avait vraiment, en fait, cette envie d'y aller parce que j'avais entendu beaucoup de personnes y être allées, s'être transformées et de me dire, en fait, j'aime bien le défi, donc j'ai envie d'essayer, quoi. Et donc, je pars à Vipassana, où il y a 3 heures de méditation obligatoire et je ne peux, à ce moment-là, faire que ces 3 heures-là parce que c'est trop demandant pour moi. Et j'y vais, en fait, avec vraiment cette envie de nourrir ma spiritualité. Et là, j'ai une grande amie qui est décédée en 2016 d'un cancer métastasé, d'un cancer du sein métastasé au foie, exactement le même cancer que ma maman. Elle était étudiante en naturopathie à mes côtés, Marie-Pierre, et c'était une grande amie. Et à ce moment-là, Vipassana, donc on est en méditation et elle arrive devant moi. Elle arrive devant moi et elle me dit « Courage, continue, c'est en toi ». Je me mets à brailler ma vie dans cette retraite en me disant « Mais comment j'ai pu voir son visage? D'où ça sort ?» Ça faisait déjà 6 mois qu'elle était partie. Je suis troublée, je suis complètement troublée. Et en même temps, voilà, cette retraite est un passage pour moi parce que j'ai laissé partir ma colère envers les médecins qui n'ont pas pu sauver ma mère. C'était une colère qui était refoulée. Ma colère aussi contre ces gynécologues qui m'avaient dit que je serais jamais maman et que c'est pas parce que je mangeais de la papaye que j'allais réussir à devenir maman. Et donc, j'ai lâché toute cette colère et vraiment, il y a eu ce tournant de me dire, mais j'invente pas ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends. Mais en même temps, je suis troublée, je ne l'explique pas. Moi, je suis naturopathe scientifique. Il y a vraiment une dualité à l'intérieur de moi. Donc, quelques mois plus tard, je pars en Arizona et je m'offre un voyage, le voyage d'une vie. Je pars toute seule. Alors ça, c'est une autre étape dans la féminité. Je pars toute seule. Autour de moi, on ne comprend pas pourquoi je ne pars pas avec mon mari, pourquoi je ne pars pas avec ma fille. Il y a vraiment je sens l'appel de ce silence, d'aller écouter cette mort et cette renaissance. On est seulement 8 mois après la naissance et la mort de Raphaël, notre fils. Et donc, je pars marcher, trekker pendant 7 jours en Arizona, à Sedona. Et là-bas, je vais faire un trek, une rando par jour pour chaque chakra. Je décide ça sur place, je me renseigne, je trouve les randos et je pars. Et donc, je vis cette randonnée et je vis ce cycle de mort et de renaissance de manière extrêmement puissante, d'arriver à dire « je suis devenue cette femme qui est sorcière ». Je me vois et je me reconnais comme sorcière. Je suis en haut d'une falaise incroyablement belle et je me vois encore avec cette énergie des ailes dans le dos et de dire « mais je suis sorcière ». Le chemin se fait, mais je me dis, j'en parle pas dans ma carrière parce que là, il faut pas trop que ça se sache, quoi, tu vois. Sauf que en 2018, j'ai une cliente qui rentre dans mon bureau et à ce moment-là, donc j'ai 5 à 7 clients par jour, j'en fais trop, mais c'est ce que je fais. Et cette cliente, elle arrive et j'entends lavande. Et je vois l'âme, en fait, de la lavande qui est là, une femme avec une grande robe violette, bleu-violet, sublime, qui me dit « je suis pour elle ».
moi, je suis avec mon anamnèse, là, ma stratégie, et j'écoute la femme, je pose des questions, je fais mon boulot, quoi, comme d'habitude, hein, en mode hyper carré, quoi. Et donc, je regarde ma stratégie et je me dis, bah, ok, ça s'explique la lavande. Parce qu'en soi, j'aurais pu donner n'importe quelle plante médicinale. Mais la lavande s'explique. Donc, je décide ce jour-là de faire confiance à ce que je ressens, à ce que j'entends et à qui je vois. Et donc, du coup, je donne la lavande à cette femme sous multiples formes qui étaient adaptées pour elle, évidemment. Et elle revient un mois plus tard dans mon bureau. Ça fait 7 ans qu'elle essaye d'avoir un enfant. Et un mois plus tard, elle revient dans mon bureau. Elle me dit, Laurent, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je suis enceinte. Et là, les bras me tombent en me disant, ok, ça va au-delà de la biochimie, ça va au-delà de la stratégie scientifique, ça s'explique. Scientifiquement, ça s'explique pourquoi j'ai donné la lavande. Mais pourquoi ce jour-là, j'ai décidé de faire confiance? J'ai écouté ma petite voix intérieure. Et ça a fonctionné. Elle est tombée enceinte. Et alors, donc, du coup, je continue. Toute cette année-là, je continue. Et je décide de faire confiance à ma petite voix. Puis en même temps, je suis hyper carrée. Hein. Moi, je suis scientifique. Hein. Puis je bosse avec des médecins. Donc, c'est important. C'est vraiment important, ce volet-là. Donc, je glisse tranquillement ce volet énergétique, mais sans le dire. Et en même temps, voilà, ça fait partie de moi, mais voilà. Et puis, quand même, ça me travaille parce que j'aime tellement ma spiritualité personnelle que pourquoi je ne la mettrais pas auprès de femmes ou d'hommes qui ont envie aussi de nourrir cette partie d'eux. Donc, je crée mes premiers cercles de femmes à Montréal. Et en fait, c'est un carton plein. C'est un carton plein. De fil en aiguille, je vais déménager à la campagne et je vais avoir un magnifique tipi. Donc, les femmes font des kilomètres, des heures de route pour venir sous le tipi, vivre l'expérience. On vit des moments extraordinaires. Donc, tu vois, alors que j'avais peur d'annoncer les cercles de femmes déjà, en fait, c'est un carton plein. Je rencontre en fait la naissance donc de Gabriel, que je t'ai déjà dite, reprise de pouvoir. Et en fait, ce volet énergétique en 2020, il prend une ampleur beaucoup plus forte parce que ma grande tante, la sœur de mon grand-père maternel, est décédée. Et elle était sorcière. C'était une magnifique sorcière dans la famille. Elle avait la médecine des rêves. Le Québec venait à l'époque pour qu'elle tire les cartes, tu vois. Donc c'était déjà là, mais on en parlait, mais c'était pas, c'était pas quelque chose qu'on mettait forcément en avant. Elle décède en février 2020 et à ce moment-là, tu vois, chaque deuil a été pour moi des portes où les portes se sont ouvertes encore plus grandes. Elle décède en février 2020 et on sait tous qu'en mars 2020, on a connu ce fameux Covid. Mais en fait, 2 semaines avant que les frontières ferment, qu'on vive l'isolement et tout ce qui s'en est suivi, je fais ce rêve et je vois en fait ce qui va se passer. Et je me réveille et je me dis, mais c'est pas possible, je raconte ça comme une blague, quoi, à mon conjoint. Et en fait, 15 jours plus tard, on vit exactement ce que je vois dans le rêve. Ok, bon, je laisse passer ça. Et puis en avril 2020, je reçois toute la guidance. C'est un soir de pleine lune. Et j'entends Laurence va au tipi. Et moi, j'allaite à ce moment-là et le nombre d'heures, il est compté. Hein, quand on a des sommeils un peu écourtés. Donc, je décide de ne pas me lever, quoi. Et tu m'as bien entendu, tu vas au tipi. Et là, donc je décide de me lever, j'y vais, j'allume un feu. C'est l'été 2020. Et là, je me dis, mais c'est complètement dingue. Je ressens la présence de 13 femmes, les 13 mères de clan, 13 mères de clan de Jamie Sams, qui est un livre magnifique que je te suggère. Et là, en fait, je sens la passation. Je sens la passation, je vis un moment lunaire, quoi. Vraiment lunaire sous le tipi. Et elle baptise d'ailleurs le tipi à ce moment-là. Et je sens la passation de « tu es une femme médecine ». Et les 3 nuits qui suivent, je vais
je vais écrire, je vais mettre au monde l'école chamanique que j'ai créée. Tout vient d'une facilité, d'une fluidité qui est déconcertante. Et donc, je travaille la nuit au milieu des tétés, là, et je fais mon... J'ai écrit en me disant, on verra bien où ça me mène. Donc, 2020, c'est vraiment les coulisses de la mise au monde de l'énergétique dans ma pratique. Parce que fin 2020, j'ai une cliente que j'adore qui me dit, Laurence, je suis sur le bord d'accoucher, mais je sens qu'il y a un blocage et j'ai pris rendez-vous avec toi. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, en naturo, ça prend du temps, les plantes, etc. Et là, je la regarde, je dis, écoute, ça te dit, comme on se connaît bien, je vais prendre mon tambour. Elle était venue dans les cercles de femmes. Je dis, je vais prendre mon tambour et puis on va se laisser porter par le son du tambour. Et là, en fait, on part en voyage chamanique. Et c'est le premier voyage chamanique que je donne. Elle et moi, on est scotchés. C'était magnifique, extraordinaire. Et du coup, il y a vraiment cette intégration de la passation qui s'était faite. Tu es femme médecine, tu es chamane. Et donc, je prends toute cette année 2021 et je fais mon coming out spirituel dans ma pratique professionnelle de naturopathe. Et là, j'ai la peur au ventre. Je me dis, j'ai plus aucun client demain. C'est terminé pour moi. J'ai plus rien. Ça va pas se passer comme ça. J'aurai plus d'argent. Je pourrai plus travailler. Et j'ai cette peur qui est là, mais j'ai l'impression que le monde va s'écrouler sous mes pieds. Et en fait, pas du tout. C'est l'année où j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires au Québec. C'est l'année où je suis complètement dans mon essence, c'est-à-dire qu'à la fois, je donne de la naturo, je fais des soins chamaniques selon là où la cliente ou le client en est. Je vois que ça marche, je vois que ces soins sont extraordinaires. Je pense par exemple à cette femme avec de l'endométriose. L'endométriose, c'était ma bête noire en naturopathie. Comment j'avais la même stratégie anti-inflammatoire finalement que dans le milieu médical et c'était ma bête noire. Et en fait, dans les soins chamaniques, j'ai eu beaucoup de femmes avec endométriose et en fait, je me souviendrai toujours je vais changer les prénoms pour leur intimité, donc on va l'appeler Carole. Je me souviendrai toujours de Carole qui vient faire une retraite avec moi et elle vit cette retraite de bien-être, en fait, cette retraite chamanique. Et un mois plus tard, elle est enceinte. Alors que, pareil, elle était condamnée à ne pas être mère parce que c'était un stade 4, c'était fécondation in vitro prévue dans les 3 mois et en fait, pas du tout. Elle est tombée enceinte naturellement. Et ça, j'en ai des exemples à l'appel de cette façon-là. Je pense à cet homme aussi qui avait sa sacrum coincé, tu vois. Toujours des douleurs de dos. Et en fait, il y avait un besoin d'aller justement décortiquer qu'est-ce que le corps veut dire. Encore une fois, on part toujours du corps et de la douleur et de ce que ça peut retranscrire finalement dans notre cœur, quelle résonance ça va avoir aussi avec notre transgénérationnel. Et en fait, il s'avère que cet homme est chaman. Et c'est là où c'est assez déconcertant parce que j'ai enlevé donc ces fameuses menottes où je réprimais mes dons. Je gardais ça comme dans mon chaudron, si tu veux. Et quand je l'incorpore dans ma pratique pro, boum, en fait, il y a énormément de clients, ceux qui sont prêts, en fait, et j'accepte que je ne corresponds pas à tout le monde, j'accepte qu'il y a des gens qui n'y croient pas du tout. So what? Moi, je peux plus faire semblant. Il y a vraiment je peux plus faire semblant. Je peux plus, parce que sinon, je suis égoïste. Si je ne mets pas au service ce que la nature m'a donné, je suis une femme égoïste finalement. Et donc je choisis finalement d'être cette femme médecine et c'est précieux. Et finalement, tu vois, quand je prends avec recul ce chemin, je me dis mais ça a toujours été là. C'est moi qui ai fermé la porte. Ma première vision, j'ai 9 ans. Je suis en train de signer des autographes dans des livres au Salon du Livre à Paris. Ça sort de nulle part. Et j'ai la joie de t'annoncer que je suis en train d'écrire un livre.
est-ce qu'on ira ensemble au Salon du Livre? L'avenir nous le dira. Mais bien sûr que j'en ai envie. C'est ma première vision de toute ma vie. À 10 ans, j'ai mon grand-père qui est décédé. Et en fait, je le vois dans ma chambre. Il arrive et il a un message pour ma famille. Donc je descends et moi j'ai 10 ans, donc je descends et je dis voilà, il y a grand-père qui est là. Laurence, qu'est-ce que tu racontes? Va te recoucher, n'importe quoi. Donc je remonte et je dis en fait, je l'ai peut-être inventé, tu sais. Enfin, j'ai pas été accompagnée finalement là-dedans. À 12 ans, il y a au programme de l'histoire à cette époque-là la Seconde Guerre mondiale. Mes parents veulent essayer de nous faire voir le film La liste de Schindler et je peux pas, mon corps se met à trembler et je dis à mes parents, je suis morte à la Shoah dans une autre vie et je le sais depuis toujours. Donc là, pareil, on me dit, mais Rose, qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, je suis incapable de voir un seul film, de lire un livre, jusqu'à ce que ça arrive au programme donc d'histoire. Et là, il y a une jeune femme, une jeune fille qui dit que ça n'a jamais existé. Je bondis de ma chaise. Et en fait, je dis, mais comment tu peux oser dire une chose pareille? Et là, je me passionne pour cette époque-là. Et dans ma vie personnelle, donc j'ai écrit un livre familial sur le grand-père de mon conjoint qui a été à Auschwitz. Je suis extrêmement touchée, en fait, par cet événement-là. Et d'ailleurs, ça s'est retranscrit dans des soins énergétiques où j'ai accompagné des femmes qui avaient été à la Shoah avec moi. J'avais été une infirmière qui avait essayé de sauver beaucoup, beaucoup d'enfants dans cette époque-là. Et puis, à l'âge de 16 ans, mon père m'emmène à Londres et je veux absolument aller au British Museum, voir la pierre de Rosette, cette pierre qui a permis à Champlain de comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. J'arrive devant la pierre de Rosette et je pleure. Je pleure, je ne sais pas pourquoi je pleure. Alors, je m'étais passionnée pour l'Égypte ancienne avec tous les Christian Jacques, tous les livres de Christian Jacques. J'avais reçu en cadeau comment fabriquer ces colliers, ces bracelets, comme à l'époque en fait de Cléopâtre. Et ça me nourrissait dans ma vie d'enfant, d'adolescente si tu veux. Et en fait, je comprends pas. Je suis en larmes en fait devant cette pierre de Rosette. Et je laisse faire en fait. Et puis finalement, il y a beaucoup eu jusqu'à aujourd'hui des soins énergétiques en fait dans les pyramides, alors que je n'ai jamais mis les pieds en Égypte. Je n'ai jamais mis les pieds dans les pyramides et pourtant, en fait, je porte la médecine de l'Égypte ancienne à l'intérieur de moi. Ne me demande pas comment, je ne sais pas. C'est des sagesses ancestrales que j'ai déjà apprises, tout simplement. Et donc, tu vois, en faisant ce fil, je me rends compte que ça a toujours été là. À 21 ans, quand ma mère est décédée, elle est décédée en plein mois de janvier, on l'enterre au Québec. Donc on fait l'aller-retour de France et en fait on se retrouve avec 200 coccinelles dans la chambre du gîte où on logeait. Et elle disait tout le temps qu'elle était une coccinelle porte-bonheur. Et là en fait je comprends à 21 ans que ce n'est pas un hasard, mais une synchronicité. Je réalise que le hasard n'existe pas. Et depuis, à chaque moment phare, j'ai une coccinelle qui va venir se déposer sur ma main, sur ma jambe, pour m'envoyer ce signe, en fait, que c'est la bonne voie. Vas-y. Et en fait, c'est moi qui ai fermé la porte. Il aura fallu le deuil de ma maman, le deuil de mon fils, le deuil de ma tante Gilberte, pour réouvrir complètement, encore plus grand, et probablement qu'il y a encore du chemin. Mais je rappelle que moi, je ne voyais pas et j'entendais pas. Enfin, je crois. Jusqu'au jour où j'ai demandé. J'ai dit, moi, je veux être comme saint Thomas. Je veux voir, j'ai besoin de le voir pour le croire. Et ça s'est affiché comme un écran de cinéma. Je vois, j'entends, je ressens, en fait, l'écran de cinéma, mais on a tous ces dons à l'intérieur de nous. On va juste les ressentir de différentes façons. Moi, ne me demande pas de voir les couleurs de l'âme. Il y a des gens qui savent faire ça. Moi, je ne sais pas faire ça. Chacun a sa façon de ressentir. Mais en fait, tout part de ton corps. Reviens à ton corps. Reviens à tes propres ressentis. Et ce que je peux te nommer, c'est que
finalement on ferme les portes parce qu'on n'a pas été cru, parce qu'on ne nous a pas soutenus non plus dans ce chemin-là, parce qu'il y a eu la peur de la magie noire aussi, à quel point en fait on pouvait tomber de l'autre côté. Mais j'ai envie de rappeler ici que la lumière, elle vaincra toujours. Et que, en fait, en grandissant sa lumière, en mettant ses limites énergétiques, en se rappelant je suis un être de lumière rien qu'au service de la lumière, alors à ce moment-là, on ne tombe pas de l'autre côté. Mais oui, ça s'apprend, il y a des techniques, etc. Mais c'est un chemin, tout simplement. Donc, il y a cette envie de dire, mais le jour où tu enlèves tes menottes et que tu t'autorises à être cette sorcière, finalement, évidemment que ces dons viennent avec une responsabilité dans le sens où c'est pour les mettre au service de ceux qui en ont besoin. Pour les mettre au service de ceux qui en ont besoin. Alors tu vois, c'est sûr que le chemin, j'ai été chercher des mentors. J'ai été chercher des mentors spirituels, des femmes qui m'ont énormément inspirée et qui m'ont transmis des sagesses. Mais j'ai aussi marché dans un milieu pendant 2 ans qui s'est avéré un milieu toxique. Et je crois en fait pertinemment qu'il fallait que j'y aille pour en sortir et pour se rappeler en fait à quel point on est notre propre gourou. À quel point en fait tout est à l'intérieur de toi. Tes animaux totems, tes alliés, ce sont eux tes meilleurs guides. Et oui, le chemin il est plus doux, il est plus savoureux quand on marche ensemble, quand on peut aller se nourrir de l'expérience en fait de l'autre, évidemment. Par contre, tu vois, d'avoir marché dans un milieu toxique pendant 2 ans, en fait, ça a permis de choisir en fait où était l'ego spirituel et où était la femme médecine, celle qui œuvre avec son cœur. Et il y a vraiment eu ce moment-là de, tu vois, très touchy. C'est la première fois que j'en parle au micro, parce que ça a été dur en fait de sortir de penser que c'était la bonne voie finalement. Et en même temps, aujourd'hui, je remercie tellement parce que avoir eu cette capacité de recul et de dire, mais en fait, la spiritualité, elle n'est pas là pour humilier les uns et les autres, elle n'est pas là pour te dire ne brille pas trop, elle n'est pas là pour te dire surtout ne dévoile pas trop tes épaules. Tu vois, il y a un non-sens qui m'a permis de sortir de là et de revenir à cette sorcière libre avec son propre gourou. Et tu vas me dire, oui, c'est bien pour ça qu'on en a peur, en fait. Oui, mais en fait, ce que j'ai envie de t'emmener avec cet épisode-là, te mettre en perspective, c'est que tu as tout à l'intérieur de toi. Tu as tout à l'intérieur de toi. Et oui, tu feras des erreurs. Ça fait partie du chemin parce qu'on est des humains. J'ai fait confiance à des personnes à qui je n'aurais pas dû faire confiance. Mais ça a été pour mieux en ressortir et mieux trouver cette justesse du cœur qui est la mienne. Et de dire, ok, moi là, je rentre pas là-dedans. Moi, je suis un être de lumière au service de la lumière et rien que au service de la lumière. Et ça a permis, évidemment, de par cette expérience, d'acquérir des techniques et des pratiques pour bien mettre mes limites énergétiques, bien mettre, en fait, nourrir ma lumière et un dôme de protection. Voilà. Donc, j'ose le partager parce que, en fait, c'est... Tu vois, autant j'avais dû refaire confiance à mon corps, que j'allais pouvoir de nouveau être maman et que ça allait fonctionner. Et là, c'était de faire de nouveau confiance à mon cœur, que je choisis d'être cette femme médecine. Je choisis d'être cette femme médecine, mais celle qui œuvre avec le cœur et celle qui s'entoure de mentors, où le meilleur enseignement que j'ai reçu, c'est plus tu crois savoir et moins tu sais. Et ça, elle était magique. Cet enseignement-là, il est magique. Plus tu crois savoir et moins tu sais. Parce qu'il te remet dans cette humilité de dire, ok, j'ai enlevé mes menottes, j'ai accès à des dons. Par contre, je ne vais pas dans l'ego. Je choisis en fait d'œuvrer avec le cœur. Et là, tu vas peut-être me dire, mais Laurence, évidemment. En fait, évidemment, oui et non, parce que ça fait partie du chemin.
d'aller se frotter à son ego et de dire, ok, elle est où la limite ? Il est où mon cadre ? Parce que comme dans tout métier, il y a des charlatans. Dans tous les métiers, il y a des charlatans. Mais toi, tu choisis de ne pas être un charlatan. Tu vois bien que tes soins, ils fonctionnent. Tu vois bien que ça marche. Tu vois bien que ces dons-là sont un cadeau et une responsabilité. Alors tu apprends à te définir, à te voir et te reconnaître comme femme médecine. Et donc pour conclure cet épisode, les perspectives que j'ai envie d'emmener dans ton propre chemin, c'est aujourd'hui, est-ce que tu retiens tes dons ? Est-ce que tu sais que tu as quelque chose à l'intérieur de toi depuis longtemps, mais tu n'oses pas le dire, tu n'oses pas l'explorer parce que justement, tu as peur de te faire confiance, tu as peur de tomber sur des charlatans, tu as peur de la magie noire en fait. Et j'ai envie de dire, c'est normal, ça fait partie du chemin. Donc où est-ce que tu en es avec ces menottes, justement ? Donc pour ça, je vais t'inviter à revenir dans le corps, à prendre le temps de ralentir, d'écrire, danser, aller marcher en nature et simplement dire « Ok, attends, je suis en sécurité avec mes dons. » Il est là l'enjeu. C'est de te sentir en sécurité avec tes dons, d'aller apprendre, d'aller explorer, d'aller définir ta propre justesse. Et la deuxième perspective que je veux te mettre ici, c'est je vais te proposer une pratique de journaling en dessous de l'épisode. Le journaling, en fait, ça permet justement de libérer un peu son trop-plein de pensées, parce qu'on a tous 60 000 pensées par jour, et c'est comment j'arrive à mettre le volume de mon cœur. Donc, la pratique de journaling, ça va être des questions auxquelles je vais t'inviter à répondre de manière naturelle, fluide, sans aucune attente, et d'aller justement voir les pépites qui se révèlent à travers cette pratique d'écriture intuitive. Et en voyant ces pratiques, en fait, en voyant ces pépites-là, tu vas alors mettre en perspective cette autorisation. T'autoriser à ressentir tes dons, t'autoriser à les explorer, t'autoriser à te sentir en sécurité avec eux. Parce que oui, si tu as reçu ces dons, c'est que il y a un cadeau derrière ça, pour toi, pour tes proches, mais aussi pour les gens que tu vas accompagner. Tu vois, Aigle Bleu, dans un de ses livres, il nomme que si on ne met pas au service les dons qu'on a reçus, alors à ce moment-là, on va tomber malade. Et j'ai souri parce que à chaque fois où j'ai dit non mais en fait je vais reprendre un travail en communication, tu vois, métro, boulot, dodo, un 9 à 5, tu vois, je peux être un peu comme tout le monde, quoi, tu vois. Et à chaque fois que je me suis dit ça, tu peux être sûr que pendant 3 jours, j'étais malade. C'est comme si j'avais pas le droit, finalement. C'est un cadeau, c'est une responsabilité, mais c'est un cadeau avant tout. Parce que tu peux faire du bien autour de toi. Sans tomber dans le syndrome du sauveur à vouloir sauver la planète entière. Mais de juste dire, ok, j'ai ça. C'est disponible. Donc je te mets cette pratique de journaling en dessous de l'épisode. Et évidemment, viens me dire en commentaire, dans le groupe Telegram, ce qui sont les coulisses de cette chaîne YouTube, viens me dire justement comment vont tes menottes et qu'est-ce que tu décides aujourd'hui pour les explorer, ces dons, pour te sentir en sécurité. Parce que oui, c'est déjà à l'intérieur de toi. Je te dis à très vite.